Chers étudiants et étudiantes, bonjour, je suis Tamara Ramadan et j'espère que vous avez profité de vos vacances. Et puis je vous invite à reprendre avec le soin de nursing et confort du patient. Bon, aujourd'hui nous allons parler du transfert du patient. Nous allons entamer la première partie relative au transfert du patient du lit à la chaise roulante. La séance d'aujourd'hui suivra le plan suivant. Nous allons définir en fait qu'est-ce qu'un transfert et puis on va parler des règles générales à respecter lors d'un transfert. Par la suite, nous allons enchaîner par les règles qui permettent de se protéger le dos lors d'un transfert. Et enfin, on va parler du déroulement de la technique du transfert. Bon, qu'est-ce qu'un transfert ? Eh bien, un transfert, c'est une technique qui va nous permettre de mobiliser, de transporter un patient au sein d'un service hospitalier, un patient qui est hospitalisé, alité, opéré, une femme accouchée ou une personne fracturée, une personne qui est confinée au lit, qui a besoin de bouger, de se déplacer, soit pour faire ses besoins au niveau de la toilette, ou bien aller dans un autre service pour faire un bilan, une radio, faire, je ne sais pas moi, une exploration, ou bien faire une visite médicale dans une autre spécialité, ou bien tout simplement, lors de l'admission du patient, on va le transférer, l'amener dans sa chambre. Et ben, on aura besoin d'un moyen, d'un outil pour effectuer ce transfert. Ce moyen peut être un chariot, peut être une chaise ou là un fauteuil roulant, peut être un brancard. L'outil dépend de la nature du transfert et puis cette nature du transfert qui est relative à l'état du patient. Si un patient est capable plus ou moins de supporter la station debout pendant quelques secondes et de supporter éventuellement la position assise, on peut effectuer ce transfert dans une chaise roulante. Si le cas contraire, une personne qu'on ne peut pas mobiliser, par exemple une personne qui souffre d'une fracture du bassin, polytraumatisée ou autre chose, on a besoin de le transférer pour effectuer une radio, un scanner, un IRM, à notre bilan, un bilan sanguin, autre chose. On a besoin de le mobiliser, on va faire appel à un chariot ou bien un brancard. D'accord ? La technique de transfert est une technique très délicate qui nécessite que vous soyez très attentif et très prudent. En plus, il va falloir respecter et veiller au confort du patient parce que là, c'est notre finalité. Si par exemple vous transférez un patient, c'est que vous devriez veiller à qu'il soit bien habillé, protégé contre le froid, bien couvert, qu'il se sente bien. Et il est à l'aise dans l'outil où vous allez le mettre. Par exemple, si en fauteuil roulant, il faut lui demander est-ce que vous êtes bien assis, vous vous sentez bien, là, votre posture est bonne. Si le cas contraire dans un chariot, c'est la même chose. Ensuite, il est très très important lorsque vous mobilisez le patient, il faut ne pas aggraver son état. Par exemple, un patient fracturé qui porte des prothèses au niveau de sa jambe, si vous le transférez, il va falloir supporter et protéger cette jambe. Si vous faites un simple geste où vous n'étiez pas attentif, il se peut que vous mobilisez de la jambe d'une manière qui n'est pas adéquate, ou bien vous la choquez, vous la traumatisez avec le chariot ou bien la chaise roulante, et là, il y a un grand risque que vous aggravez l'état du patient. Et puis, il va falloir surveiller les réactions du patient lorsque vous l'accompagnez. Bien sûr que le patient, il se peut qu'il soit alité pendant longtemps. Et là, vous venez de le mobiliser après, par exemple, il se peut qu'il soit 24 heures ou plus alité et vous venez le mobiliser. Il faut que vous le mobilisez doucement, tout en l'observant, tout en ayant cet esprit
très rigoureux d'observation. S'il souffre d'un malaise, vous surveillez son visage. Est-ce qu'il y a une pâleur? Il se peut que vous palpez éventuellement le pouls. Est-ce que ses battements cardiaques, sa fréquence cardiaque est normale ou pas? Et si il va falloir le transporter avec une perfusion, bien une traction, il faut veiller à surveiller si la perfusion, il n'y a pas de bouchon, tout va bien, ça coule bien, la traction est protégée. Mais tout ça parce que nous devrions veiller à ce que notre soin soit sécuritaire et non pas le contraire. Toujours dans le même ordre d'idées, afin d'assurer un transfert sécuritaire, il va falloir connaître les capacités physiques et les limites corporelles du patient. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de définir le degré de participation du patient. Parce qu'en faisant cela, on va prendre une décision. Est-ce qu'on peut faire le transfert par nous-mêmes ou bien il va falloir anticiper les choses et solliciter de l'aide d'un autre collègue. Si par exemple vous voyez que le patient est très lourd, il est fatigué, il ne peut pas collaborer, on ne peut pas là s'aventurer à faire le transfert tout seul. Mais si le cas contraire, le patient est coopérant, il peut collaborer avec vous, c'est pas grave, vous pouvez opter pour le transfert seul à deux conditions. La première, c'est qu'il faut à chaque instant, à chaque étape, donner des instructions claires, vous annoncer, monsieur ou madame, je vais faire ceci, je veux faire cela. Monsieur ou madame, veuillez faire ça, veuillez faire ça. Ok? La deuxième condition, c'est qu'il va falloir choisir une technique que vous maîtrisez, que vous connaissez très bien et que vous allez appliquer correctement. Là, je vais profiter pour vous dire une chose. À chaque fois, on me demande, madame, est-ce qu'il va falloir apprendre par cœur cette technique? Est-ce qu'il va falloir appliquer à la lettre cette technique? Je vous dis que ce n'est pas complètement correct. Parce qu'un infirmier est différent de l'autre infirmier. À chacun, son identité personnelle, sa posture personnelle, à chacun sa façon de faire les choses. Parce qu'en fin de compte, notre profession est dotée d'un aspect artistique. Et quand on dit art, on ne peut pas faire de l'art à la même façon. On ne peut pas calquer des techniques. Mais la chose la plus importante, c'est que chaque technique va respecter la sécurité du patient, votre sécurité, la sécurité de vos collègues et la sécurité de l'établissement auquel vous travaillez. Mais chaque technique, chaque soin, et je vous le répète, est une technique qui est réfléchie à l'avance, basée sur des fondements scientifiques et dotée de votre toucher personnel, de votre toucher artistique. On ne peut pas imposer à une personne qui travaille avec la main droite de travailler avec la main gauche ou bien le cas contraire. À chacun sa façon de faire. La façon de faire n'est pas la même et on ne peut pas vous imposer à faire les choses à la lettre et à la même façon. L'essentiel, c'est que vous respectez les fondements et les choses qui sont basiques. Et puis, je vous rappelle qu'il est très important de s'exercer, même si vous vous dites que je maîtrise cette technique, il faut à chaque fois de s'exercer, de répéter et de mener une réflexion. Comment puis-je améliorer ma technique pour la prochaine fois? Alors, une fois la personne a été correctement placée au fauteuil roulant, quelle est la meilleure façon de se comporter avec elle? Bon, la première des choses, c'est qu'il va falloir respecter son autonomie. En l'occurrence, ne jamais s'emparer du fauteuil roulant par derrière sans avoir demandé au préalable son accord. Une fois que vous l'aviez placé au fauteuil roulant, vous maintenez les poignées de la chaise et vous démarrez comme ça, sans l'avertir, sans prendre son accord. Alors c'est faux, il va falloir annoncer tout d'abord, madame ou monsieur, permettez-moi de vous transférer, de vous accompagner, de vous assister pour faire telle ou telle chose. Et puis il va falloir à chaque fois proposer son aide à la personne en fauteuil roulant.
Surtout si une personne qui souffre par exemple d'une hémiplégie, qui est souvent au fauteuil roulant, ben, ce sont des personnes qui deviennent sensibles. Il faut solliciter, leur demander est-ce que je peux vous aider, est-ce que vous avez besoin d'aide à chaque fois, et l'encourager et l'impliquer activement dans le transfert. Plus vous l'encouragez, plus vous la stimulez, plus elle est à l'aise et vous aussi vous êtes à l'aise. Je vous rappelle encore une fois de commenter vos gestes. À chaque fois, vous annoncez le geste qui va suivre. Je vais maintenant vous toucher. Permettez-moi de faire ça. Permettez-moi de vous tenir. Monsieur ou madame, s'il vous plaît, maintenez ça, faites ça, etc., etc. Et n'oubliez pas de vous montrer patient, empathique. Et puis, ce sont des personnes qui sont sensibles. Essayez de très doux en leur parlant. Madame, monsieur, peux-tu avancer, s'il vous plaît, s'il te plaît? Maintenant, nous allons tenter de répondre à une question primordiale relative à la sécurité du soignant. En l'occurrence, comment se protéger le dos lors d'un transfert? Premièrement, il faut adopter les postures et les gestes qui vont permettre de protéger le dos. C'est-à-dire, ces postures et ces gestes vont permettre de conserver les courbures naturelles du dos. J'aime bien que vous conservez cette image dans votre tête. Lorsque vous faites n'importe quelle manipulation auprès du patient, imaginez votre dos, imaginez ces courbures et dites-vous, est-ce que ce que je fais répond à la courbure naturelle de mon dos? Ceci dit qu'il ne faut pas faire l'inverse. Comme par exemple, tenter de soulever une personne en ayant la colonne vertébrale courbée ou vrillée. Vous êtes là en train d'endommager et de faire le contraire de votre corps et de votre nature. Ceci dit qu'il va falloir adopter certaines postures, certains gestes et les remplacer par les faux comportements. Comme par exemple la position de la banquette, qui consiste à assurer une flexion au niveau du tronc à partir des hanches, jambes fléchies, la nuque bien droite. Ceci va permettre d'avoir le dos gainé et d'assurer un parallélisme entre les plateaux vertébraux. En effet, dans certaines situations, il n'est pas suffisant de se fléchir les genoux pour se protéger. Si vous voulez vous approcher du patient plus, le niveau du patient, même si vous élevez le lit, vous n'êtes pas vraiment en parallèle. Il faut assurer une flexion au niveau du tronc et des hanches. Et puis là, si vous le faites, vous allez solliciter le travail musculaire, surtout le travail des muscles abdominaux, et vous allez soulager votre dos. Une notion très importante pour se protéger le dos, il faut solliciter ses jambes. Il faut faire travailler ses jambes en faisant des flexions, des extensions, des mouvements par nos jambes. On va solliciter une moindre participation de la colonne vertébrale. Par exemple, si vous êtes placé devant la tête du patient et que vous voulez accrocher son pied, par exemple, soulever son pied, la chose que font la plupart des gens sans réfléchir, c'est que on tend le bras en sollicitant la nuque, en courbant le dos pour tenir son pied, et on oublie que nous avons des jambes qu'on peut déplacer, qui vont nous permettre de se mettre à côté de la jambe et la manipuler correctement. Et puis, en sollicitant nos jambes avec des mouvements corrects, le poids est réparti au niveau du corps et ne va pas essayer de mettre toute la charge sur la colonne vertébrale. Alors, il est préférable de se mobiliser par ce qu'on appelle des fentes. Il y a en général deux types de fentes. Une fente latérale, les jambes sont écartées latéralement, de gauche à droite, un genou fléchi bien sûr sans qu'il dépasse les pointes des pieds, l'autre est tendu, et à chaque fois, vous effectuez une fente à droite et à gauche selon vos besoins. Alors, lors des mobilisations, le poids déjà du corps,
il passe d'une jambe à une autre et l'inverse, et ça a permis de translater la charge. Si la fente latérale ne correspond pas à votre manipulation, vous pouvez opter à une fente avant-arrière. Ça dépend de votre position, de la position du patient et du geste que vous voulez faire. La fente avant-arrière, les jambes sont écartées à l'avant, en arrière, l'une fléchie, l'autre étendue. Je vous rappelle que une autre fois que lorsque la jambe est fléchie, votre genou ne doit pas dépasser les pointes des pieds. Et puis, la jambe qui est fléchie donne le nom à la fente. Bien sûr, le dos est toujours maintenu selon les courbures naturelles. Et puis, à la fin, n'oubliez pas d'être campé sur le sol, ce qu'on appelle assurer un accrochage. Il faut s'accrocher au sol. Les pieds doivent être bien posés et collés sur le sol. Bien sûr, je vous rappelle une autre fois qu'il faut porter des chaussures qui vont vous protéger contre le glissage. Et puis, une notion aussi très importante, c'est que il faut se rapprocher du patient. Et puis, il faut que le centre de gravité du patient soit à côté de votre centre de gravité. Bien sûr, autant que possible. Je ne vous demande pas de vous coller du patient. Le centre de gravité, en général, se situe au niveau de l'ombilic, bien du nombril. Et comme vous voyez sur la photo, je vous dis toujours qu'il faut se fixer les dos à l'aide des pieds. Comment on peut faire ça? C'est que toujours, il faut que un pied soit placé un petit peu en avant par rapport à l'autre pied. Ok? Et ceci va permettre un meilleur équilibre et le dos va être bien gainé. Et bien sûr, n'oubliez pas avoir une image devant vous de votre corps, de votre tête à votre pied. Voilà quelques photos illustrant les différentes postures, gestes qui permettent de se protéger le dos. La première photo, c'est une position de banquette. Le dos bien droit, comme vous voyez, les genoux fléchis, une légère flexion au niveau du tronc. La deuxième, c'est une fente avant. Comme vous voyez, le dos est bien droit. La troisième, également une position de banquette avec une charge, en essayant de prendre une charge. Et la dernière, c'est une bonne posture, le dos bien droit avec des jambes fléchies et puis les pieds bien accrochés au sol. Après la bonne posture, le deuxième moyen de se protéger le dos est le fait d'utiliser les aides et les supports techniques. Si on en dispose, bien sûr. Bon, il existe une infinité de supports techniques. J'en ai choisi quelques-uns pour vous informer, mais vous pouvez trouver encore plus. La planche du transfert qui permet de glisser le patient directement au fauteuil roulant, ça permet une meilleure contribution du patient. Le disque pivotant qui aide le soignant à mobiliser le patient. La ceinture multiprise qui facilite la tâche en effectuant un contrepoids entre le patient et le soignant. Et le lève-personne, c'est une espèce de robot. Là, votre dos est bien soulagé. Vous n'avez qu'à programmer, choisir des options et assister le patient. Le troisième et le dernier point à prendre en considération pour vous soulager le dos, c'est le fait de stimuler l'autonomie du patient. Plus vous poussez le patient à contribuer, à collaborer, à coordonner avec vos mouvements, avec vos gestes, plus vous êtes soulagé, plus vous travaillez à l'aise. En général, ça se fait en 3 étapes. Avant la mobilisation du patient, il faut annoncer au patient ce qui va se passer, comment il peut vous aider et quel est le code de communication que vous allez utiliser. Et aussi, il est essentiel de le motiver et le rassurer. Pendant la mobilisation, le rappeler étape par étape ce que vous allez faire et annoncer vos gestes. Continuez toujours à l'encourager et le sécuriser. Et puis, à la fin, après la mobilisation, il ne faut pas oublier de le remercier, de le supporter, de l'encourager pour son aide. Et puis,
l'appuyer pour une prochaine fois. Avant de passer au déroulement de la technique, je tiens à vous informer que la technique qu'on vous a choisie nécessite une participation du patient, c'est-à-dire qu'elle est réservée aux patients capables de supporter la station debout pendant quelques secondes, au moins sur l'un des membres inférieurs. Alors nous allons commencer par des précautions à prendre lors de la technique, mais avant j'ai choisi de vous exposer quelques composantes du fauteuil roulant. Vous avez ici sur l'image, en haut de la chaise roulante, vous avez les poignées de poussée, ce sont les poignées auxquelles vous allez vous accrocher pour guider le fauteuil roulant. Il est doté d'un dossier en toile appelé la toile de dossier et la toile de siège. Des accoudoirs où la personne peut mettre ses bras. En général, ces accoudoirs peuvent être fixes comme elles peuvent être mobiles, donc on peut les rabattre et les remettre en place, ou le contraire. Il est doté de 4 roues, 2 grandes roues dotées d'une main courante où le patient peut aider avec ses mains pour déplacer le fauteuil roulant, et les petites rouettes de devant, ce sont des roues directrices. Il y a éventuellement un système d'immobilisation ou bien un système de freinage que vous allez pouvoir faire fonctionner à l'aide de vos pieds, et une palette repose-pied avec une potence repose-pied. Là, ce sont en général, elles sont mobiles. Vous allez les rabattre de côté et les mettre en place lorsque le patient est en place. Bon, il est très important de placer le fauteuil roulant le plus proche possible du lit du patient. Aussi, il va falloir vérifier si les roues directrices, les roulettes, pivotent à 360 degrés. Parce que ça va ne servir à rien si elles ne sont pas fonctionnelles et que vous avez gaspillé de l'énergie, gaspillé du temps, et vous avez déjà déplacé le patient et vous l'avez mis dans cette chaise qui n'est pas fonctionnelle. Alors vous allez devoir chercher une autre chaise. C'est de l'énergie qui va être gaspillée et c'est un effort que vous allez faire en double. Vérifiez le système de freinage. Bien sûr, serrez le frein et vérifiez si la chaise est immobile, parce que là, il y a un très grand risque de chute si vous ne le faites pas. Et positionnez les roulettes du fauteuil roulant vers l'avant. Rabattre les appuis latéraux et le repose, c'est très important parce que ça risque de vous gêner, vous et le patient également. Et puis il faut se positionner de préférence en face de la personne au fauteuil roulant pour minimiser le risque de la chute, et les pieds du patient doivent être bien centralisés au niveau des repose-pieds lorsque le patient est mis au niveau de la chaise roulante. En fait, la technique se déroule en 2 grandes étapes. La première consiste à installer le patient en position assise au bord du lit, et la deuxième consiste à déplacer le patient qui était assis au bord du lit en position assise au fauteuil roulant. Sans oublier de prendre les mesures de sécurité pour vous et pour la personne soignée. Et surtout, n'oubliez pas, à chaque instant, à chaque étape, de régler la hauteur du lit au niveau de votre taille. La première étape. Donc, en position de départ, le patient est allongé au milieu du lit. On va essayer de faire ce qu'on appelle neutraliser le mouvement du patient. C'est-à-dire, on va croiser les bras du patient sur sa poitrine, ses jambes éventuellement, l'une est superposée sur l'autre. On va glisser un bras sous les épaules du patient. Notre main doit toucher son omoplate et l'autre bras est glissé au-dessous des jambes du patient. Bien sûr, tout en faisant attention à nos pas et notre position. Vous pouvez le faire en fente devant ou bien en fente latérale. Vous allez choisir la position qui vous convient le plus. Ensuite, le mouvement que nous allons faire consiste à pivoter le patient en soulevant le tronc et en balayant ses jambes en dehors du lit, tout en demandant au patient
de se fixer le nombril et on va l'accompagner pour assurer une position assise. Et enfin, voilà, le patient est assis au bord du lit, ses jambes sont soutenues par la cuisse du soignant et qui arrive en profil l'un en face de l'autre. Et on va demander au patient de mettre ses pieds sur le sol et d'assurer son accrochage. Maintenant que le patient est assis au bord du lit, il va falloir le déplacer au fauteuil roulant. Notre position de départ, c'est le patient assis au bord du lit, ses pieds sont bien accrochés au sol. Le soignant vient en face du patient, fléchit ses membres inférieurs, son dos est droit comme vous voyez, son regard est fixe, la nuque est droite. Ses genoux encadrent les genoux du soignant pour le protéger contre la chute. Les centres de gravité sont en parallèle et le centre de gravité du patient il est proche de celui du soignant autant que possible. Les bras du soignant viennent entourer la taille du patient. Pourquoi la taille du patient? C'est au niveau du bassin parce que c'est là qu'on va mieux maîtriser le patient. Le mouvement qu'on va effectuer consiste à faire ou bien exercer un contrepoids, c'est-à-dire emmener son poids du corps vers celui du patient et décoller le patient dans un mouvement de pivot d'un quart de tour et l'emmener au fauteuil tout en faisant attention à bien sûr sa position et sa posture. La position d'arrivée, le soignant utilise à nouveau le contrepoids pour faire asseoir le patient dans le fauteuil en contrôlant le transfert au niveau des genoux. On demande au patient de plier ses jambes et s'asseoir au fond du fauteuil et on s'assure que les pieds du patient sont bien centralisés au niveau des supports-pieds et qu'il est bien passé d'une manière sécurisée au niveau du fauteuil. Et comme vous voyez là, le soignant, il est bien droit, ses genoux sont bien fléchis et son dos est très bien gainé tout au long de la technique du transfert. La séance touche à sa fin. Je vous ai laissé ici quelques liens de vidéos sur YouTube que vous pouvez regarder plus tard afin de visualiser les conditions réelles de quelques simulations de transfert du lit au fauteuil roulant. Et je vous rappelle que je suis toujours à votre disposition. Alors, vos questions, vos demandes de clarification, d'explication sont les bienvenues et à la séance prochaine, Inch'Allah.